Bonsoir, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Nous sommes sur D8. Et oui, je suis sur un canapé. Et vous êtes, je ne sais pas où vous voulez, mais en tout cas, vous allez certainement m'écouter lire la suite d'Aphrodite de Pierre Louis. Voilà, c'est un très très beau livre. Et je vous conseille de l'écouter, de m'écouter, écoutez-moi. Voilà, vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Je continue. Enthousiasme. Ainsi, la chose était faite. Chrysis en avait la preuve. Si Démétrios s'était résolu à commettre le premier crime, les deux autres avaient dû suivre sans délai. Un homme de son rang devait considérer le meurtre et même le sacrilège comme moins déshonorant que le vol. Il avait obéi, donc il était captif. Cet homme libre, impassible, froid, subissait lui aussi l'esclavage, et sa maîtresse, sa dominatrice, c'était elle, Chrysis, Sarah du pays de Génézareth. Ah, songer à cela, le répéter, le dire tout haut, être seul. Chrysis se précipita hors de la maison retentissante et courut vivement, droit devant elle, désaltérée en plein visage par la brise enfin rafraîchie du matin. Elle suivit jusqu'à l'agora, la rue qui menait à la mer et au bout de laquelle se pressaient comme des épis gigantesques les mâtures de 800 vaisseaux. Puis elle tourna à droite, devant l'immense avenue du Drôme, où se trouvait la demeure de Démétrios. Un frisson d'orgueil l'enveloppa quand elle passa devant les fenêtres de son futur amant. Mais elle n'eut pas la maladresse de chercher à le voir la première. Elle parcourut la longue voie jusqu'à la porte de Canope et se jeta sur la terre entre deux aloès. Il avait fait cela. Il avait fait tout pour elle. Plus qu'aucun amant n'avait fait pour aucune femme, sans doute. Elle ne se lassait pas de le redire et d'affirmer son triomphe. Démétrios, le bien-aimé, le rêve impossible et inespéré de tant de cœurs féminins, s'était exposé pour elle à tous les périls, à toutes les hontes, à tous les remords volontiers. Mais il avait renié l'idéal de sa pensée, il avait dépouillé son œuvre, du collier miraculeux, et ce jour-là, dont l'aube se levait, verrait l'amant de la déesse au pied de sa nouvelle idole. « Prends-moi, prends-moi » s'écria-t-elle. Elle l'adorait maintenant, elle l'appelait, elle le souhaitait. Les trois crimes, dans son esprit, se métamorphosaient en actions héroïques pour lesquelles jamais, en retour, elle n'aurait assez de tendresse, assez de passion à donner. De quelle incomparable flamme brûlerait donc cet amour unique de deux êtres également jeunes, également beaux, également aimés l'un par l'autre et réunis pour toujours, après tant d'obstacles franchis. Tous les deux, ils s'en iraient, ils quitteraient la ville de la reine. Ils feraient voile pour des pays mystérieux, pour Amathonte, pour Épidore, ou même pour cette Rome inconnue qui était la seconde ville du monde après l'immense Alexandrie, et qui entreprenait de conquérir la terre, que ne ferait-il pas où qu'ils fussent? Quelle joie leur serait étrangère, quelle félicité humaine n'envierait pas la lueur et ne pâlirait point devant leur passage enchanté. Chrysis se releva dans un éblouissement. Elle étira les bras, serra les épaules, tendit son buste en avant, une sensation de langueur et de joie grandissante gonflait sa poitrine durcie. Elle se remit en marche pour rentrer. En ouvrant la porte de sa chambre, elle eut un mouvement de surprise à voir que rien, depuis la veille, n'avait changé sous son toit. Les menus objets de sa toilette, de sa table, de ses étagères, lui parurent insuffisants pour entourer sa nouvelle vie. Elle en cassa quelques-uns qui lui rappelaient trop directement d'anciens amants inutiles et qu'elle prit en haine subite. Si elle épargna les autres, ce ne fut pas qu'elle y tint davantage, mais elle appréhendait de dégarnir sa chambre au cas où Démétrios eût formé le projet d'y passer la nuit. Elle se déshabilla lentement. Les vestiges de l'orgie tombaient de sa tunique, miettes de gâteau, cheveux, feuilles de rose. Elle assouplit avec la main sa taille desserrée de la ceinture et plongea les doigts dans ses cheveux pour en alléger l'épaisseur. Mais avant de se mettre au lit, il lui prit une envie de se reposer un instant sur les tapis de la terrasse où la fraîcheur de l'air était si délicieuse. Elle monta. Le soleil était levé depuis quelques instants à peine. Il reposait sur l'horizon
comme une vaste orange élargie. Un grand palmier au tronc courbe laissait retomber par-dessus la bordure son massif de feuilles vertes. Chrysis s'y réfugia sa nudité chatouilleuse et frissonna, les seins dans les mains. Ses yeux erraient sur la ville qui blanchissait peu à peu. Les vapeurs violettes de l'aube s'élevaient des rues silencieuses et s'évanouissaient dans l'air lucide. Tout à coup, une idée jaillit dans son esprit, s'accrut, s'imposa, la rendit folle. Démétrios, lui qui avait tant fait déjà, pourquoi ne tirait-il pas la reine, lui qui pouvait être le roi? Et alors, cet océan monumental de maisons, de palais, de temples, de portiques, de colonnades qui flottaient devant ses yeux depuis la nécropole de l'ouest jusqu'au jardin de la déesse. Brouchion, la ville hellénique, éclatante et régulière, Rakotis, la ville égyptienne devant laquelle se dressait comme une montagne acropolite le Panéon couvert de clarté, le grand temple de Sérapis, dont la façade était cornue de 2 longues obélisques roses, le grand temple de l'Aphrodite environné par les murmures de 300 000 palmiers et des flots innombrables, le temple de Perséphone et le temple d'Arsinoé, les 2 sanctuaires de Poséidon, les 3 tours d'Isis Pharis, les 7 colonnes d'Isis Lokias, et le théâtre et l'hippodrome et le stade où avait couru Psittacos contre Nicostène, et le tombeau de Startonis et le tombeau du dieu Alexandre. Alexandrie, Alexandrie. La mer, les hommes, le colossal phare de marbre dont le miroir sauvait les hommes de la mer. Alexandrie, la ville de Bérénice et des 11 rois Ptolémées. Le Physcon, le Philométéore, l'Épiphane, le Philadèphe, Alexandrie. L'aboutissement de tous les rêves, la couronne de toutes les gloires conquises depuis 3000 ans dans Memphis, Thèbes, Athènes, Corinthe, par le ciseau, par le roseau, par le compas et par l'épée. Plus loin encore, le delta fendu par les 7 langues du Nil, Saïs, Boubaste, Héliopolis, puis en remontant vers le sud, le ruban de terre féconde, l'Heptanome, où s'échelonnaient le long des berges du fleuve 1200 temples à tous les dieux, et plus loin la Thébaïde, Diospolis, l'île éléphantine, les cataractes infranchissables, l'île d'Argo, Méroé, l'inconnu. Et même s'il était permis de croire aux traditions des Égyptiens, le pays des lacs fabuleux d'où s'échappe le Nil antique, si vaste qu'on perd l'horizon en traversant leurs flots de pourpre et si élevé sur les montagnes que les étoiles rapprochées s'y reflètent comme des fruits d'or. Tout cela, tout, serait le royaume, le domaine, la propriété de la courtisane Chrysis. Elle éleva les bras en suffoquant comme si elle pensait pouvoir toucher le ciel. Et dans ce mouvement, elle vit passer, avec lenteur à sa gauche, un vaste oiseau aux ailes noires qui s'en allait vers la haute mer. Cléopâtre. La reine Bérénice avait une jeune sœur nommée Cléopâtre. Beaucoup d'autres princesses d'Égypte s'étaient appelées du même nom, mais celle-ci fut plus tard la grande Cléopâtre, qui assassina son empire et se tua sur le cadavre. Elle avait alors 12 ans, et nul ne pouvait dire quelle serait sa beauté. Son corps maigre et long, dans une famille où toutes les femmes étaient grasses, déconcertait. Elle mûrissait comme un fruit bâtard, de souche étrangère, obscure, surgreffée. Certains de ses traits étaient violents, comme ceux de Macédoniens. D'autres lui semblaient venus du fond de la Nubie, douce et brune, car sa mère avait été une femme de race inférieure et son origine restait douteuse. Sous un nez courbe, assez fin, on s'étonnait de lui voir des lèvres presque épaisses. Ses tout jeunes seins, très ronds, très petits et très séparés, se couronnaient de grosses aréoles en bout. Par là, elle était fille du Nil. La petite princesse habitait une chambre spacieuse, ouverte sur la vaste mer et unie à celle de la reine par un vestibule à colonnes. Elle y passait les heures nocturnes sur un lit de soie bleuâtre, où la peau de ses jeunes membres, déjà finement teintés, prenait une coloration encore plus sombre.
Or, dans la nuit où éclatèrent très loin d'elle et de ses pensées tous les événements qu'on vient de lire, Cléopâtre se leva bien avant l'aurore. Elle avait mal et peu dormi, inquiète de sa puberté récente dans l'extrême chaleur de l'air. Sans éveiller ses gardiennes, elle posa doucement ses pieds sur le sol, y attacha des anneaux d'or, ceignit son petit ventre brun avec un rang d'énormes perles et ainsi vêtue, sortit de la pièce. Dans le vestibule monumental, les gardes, eux aussi, dormaient, sauf un, qui faisait sentinelle à la porte de l'arène. Celui-là tomba sur les genoux et murmura en pleine épouvante, comme s'il ne s'était jamais trouvé aux prises avec un pareil conflit de devoirs et de périls. « Princesse Cléopâtre, pardonnez-moi, je ne peux pas te laisser passer. » La petite se redressa, fronça violemment les sourcils, donna un coup de poing sourd à la tempe du soldat et lui dit à voix basse, mais avec une espèce de férocité. « Toi, si tu me touches, je crie au viol et je te fais couper en 4. » Puis elle entra silencieuse dans la chambre de la reine. Bérénice dormait, la tête sur le bras et la main pendante. Une lampe suspendue au-dessus du grand lit rouge mêlait sa lueur faible à celle de la lune que réfléchissait la blancheur des murs. La souple nudité de la jeune femme baignait ses contours lumineux et vagues dans une ombre légère entre deux clartés. Svelte et droite, Cléopâtre s'assit au bord du lit. Elle prit le visage de sa sœur entre ses petites mains, l'éveilla du geste et de la voix, disant « Pourquoi ton amant n'est-il pas avec toi ?» Bérénice ouvrit en sursaut 2 yeux admirables. « Cléopâtre, que fais-tu là? Que me veux-tu » La petite répéta plus vivement « Pourquoi ton amant n'est-il pas avec toi ?»« Il n'est pas... Mais non, tu le sais bien. C'est vrai, il n'est jamais là. Oh. Cléopâtre, que tu es cruelle de m'éveiller et de me le dire. Et pourquoi n'est-il jamais là ?» Bérénice poussa un soupir de douleur. « Je le vois quand il le veut, voilà, le jour, un instant. Tu ne l'as pas vu hier ? Si, je l'ai rencontré sur le chemin, j'étais dans ma litière, il y est monté. Pas jusqu'au palais. Non, pas tout à fait, mais presque à la porte, je le voyais encore. Et tu lui as dit... Oh, j'étais furieuse. Je lui ai dit les choses les plus méchantes, oui, ma chérie. Vraiment, fit la petite avec ironie. Trop méchante, sans doute, il ne m'a pas répondu. Au moment où j'étais toute rouge de colère, il m'a raconté une longue fable, et comme je n'ai pas bien comprise, je n'ai pas su comment lui répondre à mon tour. Il s'était glissé hors de la litière quand j'ai pensé à le retenir. Tu ne l'as pas fait rappeler ? De peur de lui déplaire, Cléopâtre, soulevée d'indignation, prit sa sœur par les 2 épaules et lui parla, les yeux dans les yeux. Comment ? Tu es reine, tu es déesse d'un peuple, tu possèdes une moitié du monde, tout ce qui n'est pas Rome est à toi. Tu règnes sur le Nil et sur toute la mer. Tu règnes même sur le ciel, puisque tu parles aux dieux de plus près que personne, et tu ne peux pas régner sur l'homme que tu aimes. Régner, dit Bérénice en baissant la tête. C'est facile à dire, mais vois-tu, on ne règne pas sur un amant comme sur un esclave. Et pourquoi pas ? Parce que, mais tu ne peux pas comprendre, aimer, c'est préférer le bonheur d'un autre à celui que jadis on voulait pour soi-même. Si Démétrios est content, je le serai, même en larmes et loin de lui. Je ne puis pas désirer une joie qui ne soit pas en même temps la sienne, et je me sens bien heureuse de tout ce que je lui donne. Tu ne sais pas aimer, dit l'enfant. Bérénice lui jeta un sourire attristé, puis elle étendit ses 2 bras raidis de chaque côté de la bouche. Et gonfla sa poitrine en cambrant les reins. « Ah, petite vierge présomptueuse !» soupira-t-elle. Quand tu seras évanouie pour la première fois au milieu d'une étreinte aimante, alors tu comprendras pourquoi on n'est jamais la reine de l'homme qui vous la donne. On l'est quand on le veut. Mais on ne peut plus vouloir. Moi, je le peux bien. Pourquoi ne pourrais-tu pas, toi qui es mon aînée ? Bérénice sourit de nouveau. Et sur qui, ma petite fille, exerces-tu ton énergie ? Sur laquelle de tes poupées ? Sur mon amant, dit Cléopâtre. Puis sans attendre que la stupéfaction de sa sœur eût trouvé des mots pour s'exprimer, elle reprit avec une exaltation croissante. « Oui, j'ai un amant, oui, j'ai un amant. Pourquoi n'aurais-je pas un amant comme tout le monde, comme toi, comme ma mère, et mes tantes, comme la dernière des Égyptiennes ? Pourquoi n'aurais-je pas un amant, puisque je suis femme depuis 6 mois et que tu ne me donnes pas de mari ? Oui, j'ai un amant, Bérénice. Je ne suis plus une petite fille, je sais, tais-toi, je sais mieux que toi-même.
Moi aussi j'ai serré mes bras, à les briser sur le dos nu d'un homme qui se croyait mon maître. Moi aussi j'ai crispé mes orteils sur le vide, avec le sentiment de lâcher prise dans la vie, et je suis morte 100 fois comme tu t'évanouis. Moi, mais aussitôt après, Bérénice, j'étais debout. Tais-toi, je suis honteuse de t'avoir pour souveraine, toi qui es l'esclave de quelqu'un. La petite Cléopâtre, toute droite, se faisait aussi haute que possible, et elle se prenait la tête dans les mains comme une reine d'Asie qui essaye une tiare. Sa grande sœur, qui l'écoutait, assise sur le lit et les pieds ramenés, se mit à genoux pour se rapprocher d'elle et posa les 2 mains sur ses fines épaules. « Tu as un amant, Cléopâtre ?» Elle parlait maintenant avec timidité, presque avec respect. La petite répondit sèchement. « Si tu ne me crois pas, regarde. » Bérénice soupira. « Et quand le vois-tu ? 3 fois par jour. Où cela ? Tu veux que je te le dise ? » ?»« Oui. » Cléopâtre, à son tour... Cléopâtre, à son tour, interrogea. « Comment ne le savais-tu pas ? J'ignore tout, même ce qui se passe au palais. Démétrios est le seul sujet dont j'entende que l'on m'entretienne. Je ne t'ai pas surveillé, c'est ma faute, mon enfant. Surveille-moi si tu veux, le jour où je ne pourrai plus faire ce qui est ma volonté, je me tuerai, donc tout m'est égal. » En secouant la tête, Bérénice répondit. « Tu es libre, d'ailleurs il serait trop tard pour que tu ne le fusses plus. Mais réponds-moi, ma chérie, tu as un amant et tu le gardes ? » ?»« J'ai ma façon de le garder. »« Qui te l'a apprise ? » ?»« Oh, moi seule. On sait cela d'instinct ou on ne le sait jamais. À 6 ans, je savais déjà comment je garderais mon amant plus tard. Tu ne veux pas me le dire ? Suis-moi. » Bérénice se leva lentement, mit une tunique et un manteau, aéra ses lourds cheveux collés par la sueur du lit, et ensemble, toutes 2, sortirent de la chambre. D'abord, la jeune fille traversa le vestibule et alla droit au lit qu'elle venait de quitter. Là, sous le matelas de Bissos frais et sec, elle prit une clé ciselée à 9, puis se retournant. « Suis-moi, c'est loin, dit-elle. » Au milieu du vestibule, elle monta un escalier, suivit une longue colonnade, ouvrit des portes, marcha sur les tapis, les dalles, le marbre pâle et 20 mosaïques de 20 salles vides et silencieuses. Elle redescendit un escalier de pierre, franchit des seuils obscurs, des portes retentissantes. De place en place, il y avait sur des nattes 2 gardes endormis, leur lance à la main. Longtemps après, elle traversa une cour illuminée par la pleine lune, et l'ombre d'un palmier lui caressa la hanche. Bérénice suivait toujours, enveloppée dans son manteau bleu. Enfin, elles arrivèrent à une porte épaisse bardée de fer comme un torse guerrier. Cléopâtre glissa la clé dans la serrure, tourna 2 fois, poussa la porte. Un homme, un géant dans l'ombre, se leva tout entier au fond de sa prison. Bérénice regarda, eut une émotion et, penchant le col, dit très doucement. « C'est toi, mon enfant, qui ne sais pas aimer, du moins pas encore. J'avais bien raison de te le dire. »« Amour pour amour, j'aime mieux le mien, dit la petite. Celui-là, du moins, ne donne que de la joie. » Puis, toute droite, au seuil de la chambre, et sans faire un pas en avant, elle dit à l'homme debout dans l'ombre. « Viens baiser mes pieds, fils de chien. » Quand il eut fait, elle lui baisa les lèvres. Livre 4e, le songe de Démétrios. Or, avec le miroir, le peigne et le collier, Démétrios, étant rentré chez lui, un rêve le visita pendant son sommeil, et tel fut son rêve. Il va vers la jetée, mêlé à la foule par une étrange nuit sans lune, sans étoiles, sans nuages, et qui brille d'elle-même. Sans qu'il sache pourquoi, ni qui l'attire, il est pressé d'arriver, d'être là le plus tôt qu'il pourra. Mais il marche avec effort, et l'air oppose à ses jambes d'inexplicables résistances, comme une eau profonde entrave chaque pas. Il tremble, il croit qu'il n'arrivera jamais, qu'il ne saura jamais vers qui, dans cette claire obscurité. Il marche ainsi, haletant et inquiet. Par moments, la foule disparaît tout entière, soit qu'elle s'évanouisse réellement, soit qu'il cesse de sentir sa présence. Puis, elle se bouscule de nouveau, plus importune, et tous d'aller, aller d'un pas rapide et sonore, en avant, plus vite que lui.
Puis la masse humaine se resserre. Démétrios pâlit. Un homme le pousse de l'épaule. Une agrafe de femme déchire sa tunique. Une jeune fille pressée par la multitude est si étroitement refoulée contre lui qu'il sent contre sa poitrine se froisser les boutons des seins, et elle lui repousse la figure avec ses 2 mains effrayées. Tout à coup, il se trouve seul, le premier, sur la jetée. Et comme il se retourne en arrière, il aperçoit dans le lointain un fourmillement blanc qui est toute la foule, soudain reculée jusqu'à l'agora, et il comprend qu'elle n'avancera plus. La jetée s'étend, blanche et droite, comme l'amorce d'une route inachevée qui aurait entrepris de traverser la mer. Il veut aller jusqu'au phare, et il marche. Ses jambes sont devenues subitement légères. Le vent qui souffle des solitudes sablonneuses l'entraîne avec précipitation vers les solitudes ondoyantes où s'aventure la jetée. Mais à mesure qu'il avance, le phare recule devant lui. La jetée s'allonge interminablement. Bientôt, la haute tour de marbre où flamboie un bûcher de pourpre touche à l'horizon livide, palpite, baisse, diminue et se couche comme une autre lune. Démétrios marche encore. Des jours et des nuits semblent avoir passé depuis qu'il a laissé dans le lointain le grand quai d'Alexandrie, et il n'ose retourner la tête de peur de ne plus rien voir que le chemin parcouru, une ligne blanche jusqu'à l'infini et la mer. Et cependant il se retourne. Une île est derrière lui, couverte de grands arbres et d'où retombent d'énormes fleurs. Là, l'a-t-il traversée en aveugle ou surgit-elle au même instant, devenue mystérieusement visible? Il ne songe pas à le demander. Il accepte comme un événement naturel l'impossible. Une femme est dans l'île. Elle se tient debout devant la porte de l'unique maison, les yeux à demi fermés et le visage penché sur la fleur d'un iris monstrueux qui croît à la hauteur de ses lèvres. Elle a les cheveux profonds, de la couleur de l'or mat, et d'une longueur qu'on peut supposer merveilleuse, à la masse du chignon gonflé qui charge sa nuque languissante. Une tunique noire couvre cette femme, et une robe plus noire encore se drape sur la tunique, et l'iris qu'elle respire en abaissant les paupières a la même teinte que la nuit. Sur cet appareil de deuil, Démétrios ne voit que les cheveux. Comme un vase d'or sur une colonne d'ébène, il reconnaît Chrysis. Le souvenir et du miroir, et du peigne, et du collier revient à lui vaguement. Mais il n'y croit pas, et dans ce rêve singulier, la réalité seule lui semble rêverie. « Viens, dit Chrysis, entre sur mes pas. » Il la suit. Elle monte avec lenteur un escalier couvert de peau blanche. Son bras se pend à la rampe, ses talons nus flottent sous sa jupe. La maison n'a qu'un étage. Chrysis s'arrête sur la dernière marche. « Il y a 4 chambres, dit-elle. Quand tu les auras vues, tu n'en sortiras plus. Veux-tu me suivre? As-tu confiance? » Mais il la suivrait partout. Elle ouvre la première porte et la referme sur lui. Cette pièce est étroite et longue. Une seule fenêtre l'éclaire, où s'encadre toute la mer. À droite et à gauche, 2 petites tablettes portent une douzaine de volumes roulés. « Voici les livres que tu aimes, dit Chrysis. Il n'y en a pas d'autres. » Démétrios les ouvre. Ce sont l'Eunéus de Kérémon, le retour d'Alexis, le miroir de Laïs d'Aristippe, la magicienne, le cyclope et le boucolisque de Théocrite, Oedipe à Colonne, les hôtes de Sappho, et quelques autres petits ouvrages. Au milieu de cette bibliothèque idéale, une jeune fille nue, couchée sur des coussins, se tait. « Maintenant, murmure Chrysis en tirant d'un long étui d'or un manuscrit d'une seule feuille, voici la page de vers antique que tu ne lis jamais seul sans pleurer. » Le jeune homme lit au hasard. Il s'arrête, jetant sur Chrysis un regard attendri et surpris. « Toi, lui dit-il, c'est toi qui me montres ceci ? Ah, tu n'as pas tout vu, suis-moi. Suis-moi vite. » Ils ouvrent une autre porte. La seconde chambre est carrée. Une seule fenêtre l'éclaire, où s'encadre toute la nature. Au milieu, un chevalet de bois porte une motte d'argile rouge, et dans un coin, sur une chaise courbe, une jeune fille nue se tait. « C'est ici que tu modèleras Andromède.
Zagreuse et les chevaux du soleil. Comme tu les créeras pour toi seul, tu les briseras avant ta mort. C'est la maison du bonheur, dit tout bas Démétrios. Et il laisse tomber son front dans sa main. Mais Chrysis ouvre une autre porte. La 3e chambre est vaste et ronde. Une seule fenêtre l'éclaire où s'encadre tout le ciel bleu. Ses murs sont des grilles de bronze croisées en losanges réguliers, à travers lesquelles se glisse une musique de flûte et de cithare jouée sur un mode mélancolique par des musiciennes invisibles. Et contre la muraille du fond, sur un trône de marbre vert, une jeune fille nue se tait. « Viens, viens, répète Chrysis. Ils ouvrent une autre porte. La 4e chambre est basse, sombre, hermétiquement close et de forme triangulaire. Des tapis sourds et des fourrures l'habillent si mollement du sol au plafond que la nudité n'y étonne point, tant les amants peuvent s'imaginer avoir jeté dans tous les sens leurs vêtements sur les parois. Quand la porte s'est refermée, on ne sait plus où elle était. Il n'y a pas de fenêtre. C'est un monde étroit, hors du monde. Quelques mèches de poils noirs qui penchent laissent glisser des larmes de parfum dans l'air. Et cette chambre est éclairée par 7 vitraux myrins qui colorent diversement la lumière incompréhensible de 7 lampes souterraines. « Vois-tu, explique la jeune fille d'une voix affectueuse et tranquille, il y a 3 lits différents dans les 3 coins de notre chambre. » Démétrios ne répond pas, et il se demande en lui-même. Est-ce bien là un dernier terme ? Est-ce vraiment un but de l'existence humaine ? N'ai-je donc parcouru les 3 autres chambres que pour m'arrêter dans celle-ci ? Et pourrais-je en sortir si je m'y couche toute une nuit, dans l'attitude de l'amour qui est l'allongement du tombeau ? Mais Chrysis parle. « Bien-aimé, tu m'as demandé, je suis venue. Regarde-moi bien. » Elle lève les 2 bras ensemble, repose ses mains sur ses cheveux et les coude en avant sourit. « Bien-aimé, je suis à toi. » « Oh, pas encore tout de suite. Je t'ai promis de chanter. Je chanterai d'abord. » Et il ne pense plus qu'à elle et il se couche à ses pieds. Elle a de petites sandales noires. 4 fils de perles bleuâtres passent entre les orteils menus, dont chaque ongle a été peint d'un croissant de lune de carmin. La tête inclinée sur l'épaule, elle bat du bout des doigts la paume de sa main gauche avec l'autre main en ondulant les hanches à peine. Sur mon lit, pendant la nuit, j'ai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je vous conjure, fille d'Yérouchalaïm, si vous trouvez mon amant, dites-lui que je suis malade d'amour. C'est le chant des chants, Démétrios. C'est le cantique nuptial des filles de mon pays. J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. Il a frappé à ma porte. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, semblable au chevreuil ou au faon des biches. Mon bien-aimé parle et me dit « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie. Ma tête est pleine de rosée, mes cheveux sont pleins des gouttes de la nuit. Lève-toi, mon ami. Viens, belle fille. Voici que l'hiver est passé et que la pluie s'en est allée. Les fleurs naissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. On entend la tourterelle. Lève-toi, mon ami. Viens, belle fille. » Elle jette son voile loin d'elle et reste debout dans une étoffe étroite qui serre les jambes et les hanches. J'ai ôté ma chemise, comment la remettrai-je ? Je lavais mes pieds, comment les souillerai-je ? Mon bien-aimé a passé la main par la serrure et mon ventre en a frissonné. Je me suis levée pour ouvrir à mon amant. Mes mains dégoûtaient de myrrhe, la myrrhe de mes doigts s'est répandue sur la poignée du verrou. Ah, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Elle renverse la tête en fermant à demi les paupières. Soutenez-moi, guérissez-moi, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma nuque et que sa droite m'étreigne. Tu m'as pris, ma sœur, avec un de tes yeux, avec une des chaînettes de ton cou, que ton amour est bon, que tes caresses sont bonnes, meilleures que le vin. Ton odeur me plaît mieux que tous les aromates, tes lèvres sont toutes mouillées, il y a du miel et du lait sous ta langue, l'odeur de tes vêtements est celle du Liban. Tu es, ô ma sœur, un jardin secret, une source close, une fontaine scellée. Lève-toi, vent du nord, accours, vent du sud, soufflez sur mon jardin pour que ses parfums s'écoulent. Elle arrondit les bras et tend la bouche. Que mon amant entre dans son jardin et mange de ses fruits excellents. Oui, j'entre en mon jardin.
Ô ma sœur, mon aimée, je cueille ma myrrhe et mes aromates, je mange mon miel avec son rayon, je bois mon vin avec ma crème. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Sans remuer les pieds, sans fléchir ses genoux serrés, elle fait tourner lentement son torse sur ses jambes immobiles. Son visage et ses deux seins au-dessus du fourreau de ses jambes semblent 3 grandes fleurs presque roses dans un porte-bouquet d'étoffe. Elle danse gravement des épaules et de la tête et de ses beaux bras mélangés. Elle semble souffrir dans sa gaine et révéler toujours davantage la blancheur de son corps à demi délivré. Sa respiration gonfle sa poitrine, sa bouche ne peut plus se fermer, ses paupières ne peuvent plus s'ouvrir. Un feu grandissant fait rougir ses joues. Parfois, ses 10 doigts croisés s'unissent devant son visage. Parfois, elle lève les bras, elle s'étire délicieusement. Un long sillon fugitif sépare ses épaules haussées. Enfin, d'un seul tour de chevelure enveloppant sa face haletante comme on enroule le voile des noces, elle détache en tremblant l'agrafe sculptée qui retenait l'étoffe à ses reins et fait glisser jusqu'au tapis tout le mystère de sa grâce. Voilà, alors on va continuer cette scène sensuelle la prochaine fois. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne nuit.